que j'avais prévu de parler, donc c'est qu'est-ce qu'un brevet, un peu comment ça se passe et tout pour les sociétés. J'ai vu qu'il y a des sociétés qui font du technique. Aussi la marque, parce qu'on néglige souvent la marque. On est une société où tout ce qu'on consomme, c'est des marques. Donc, que vous voyez un petit peu comment ça se passe, combien ça coûte, comment les utiliser. On va parler aussi de tout ce qui est protection de forme et aussi de code. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, l'objectif, c'est que voilà, sur 1 heure, on balaye un peu pas mal de points et que vous ayez des points de repère sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire et comment l'organiser. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc moi, je suis à la Chambre de commerce et d'industrie, là où il y aura une partie de vos impôts, ce que je vous souhaite. Et moi, je suis au sein d'un réseau européen qui s'appelle Europe Entreprise Network, qui vise à aider les PME à se développer en Europe et à considérer le marché européen comme un marché domestique. Donc voilà, on a beaucoup de nos collègues qui sont un peu partout sur l'Europe. Donc comme vous voyez, c'est 60 pays. Donc c'est l'Union européenne avec les partenaires commerciaux de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a tout le bassin méditerranéen, tous les pays du Maghreb, tous les pays du Moyen-Orient, avec lesquels l'Europe a des accords commerciaux. Il y a États-Unis, Canada avec les accords TAFTA et ALENA, et Japon, Chine. Voilà, donc c'est l'Europe élargie avec ses partenaires commerciaux. Et l'objectif, c'est toute une gamme de services pour les PME. Donc, une partie sur tout ce qui est développement international. Notre cible, c'est tout ce qui est le primo-exportateur, l'entreprise qui commence l'export et comment ça se passe, comment le structurer. Voilà, c'est ça qu'on aide surtout. Donc, beaucoup de jeunes sociétés ou des sociétés qui découvrent l'export, tout ce qui est choix des incoterms, des assurances, comment ça se passe. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le gros de l'aide qu'on fait. Donc, il y a une base de données pour trouver des distributeurs. Et c'est une base de données qui est active parce que l'objectif pour nous, c'est de qualifier ces distributeurs. Donc, on les appelle, on voit un petit peu s'ils ont pignon sur rue avec nos collègues dans les différents pays, puis on voit un petit peu comment ça se passe pour accompagner la PME à aller vers un distributeur d'un pays étranger. Tout ce qui est rendez-vous d'affaires aussi sur des salons et des conventions internationaux, et tout ce qui est mission à l'étranger, ça peut être par exemple aussi aller voir des députés européens pour faire évoluer une loi. Cette année, le thème, ça va être sur le dispositif médical. Pourquoi? Parce qu'il y a une directive européenne qui est tombée cette année, qui fait que les gens qui ont les dispositifs médicaux doivent faire la traçabilité de toutes les matières plastiques de l'amont et de l'aval. Il s'avère que cette réglementation est très contraignante pour les petites PME. Donc là, l'objectif, ça va être d'amener des entreprises du secteur du dispositif médical pour faire rencontrer des députés européens pour qu'elles expriment directement comment est-ce qu'ils peuvent, si ce n'est changer la loi, maintenant elle est trop tard, elle est passée, mais au moins qu'il y ait un délai d'application. Pour l'instant, le délai d'application va jusqu'au 31 décembre, donc déjà il y a eu une première mouture, ça devait être appliqué au 1er janvier de cette année, ça va jusqu'au 31 décembre 2023, mais beaucoup disent que c'est trop peu, parce que le suivi de la traçabilité de la matière première, notamment du plastique, c'est trop compliqué à le faire tel quel. Donc voilà, donc ça, le thème, ça sera ça et ça sera au mois d'octobre. Une part de conseil individuel, donc beaucoup de questions sur la réglementation européenne. Donc voilà, tout ce qui est quand on va mettre son produit sur le marché, comment est-ce que la réglementation, quelle directive européenne il faut se conformer, quel type de normes, est-ce qu'il y a des normes obligatoires ou c'est des normes sur lesquelles on peut ne pas se positionner. Voilà, donc tout un service là-dessus. Un service sur des marchés à l'export. Moi, je fais la partie propriété intellectuelle, propriété industrielle, comment me protéger, comment intégrer la protection quand on va à l'export. Et puis aussi une grande part sur l'appui en matière d'innovation, avec beaucoup une part sur tout ce qui est recherche de financement. Pour des sociétés nouvellement créées, l'accès au financement est quelque chose de compliqué, parce que les projets européens nécessitent beaucoup de justificatifs, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Il faut que l'entreprise ait au moins 3 ans avant de rentrer sur un projet européen, mais on aide aussi sur tout ce qui est ça. Donc, qualifier l'entreprise avant d'accéder à des financements. Et une part aussi de transfert de technologie, soit en sourcing pour trouver des sous-traitants, soit à l'export pour faire du développement externe ou autre. Je peux vous poser une question? Oui. En fait, parce que moi, je suis dans la R&D, oui. dans la recherche et développement. Oui. Et en fait, nous, on fait partie d'un réseau, et c'est ça ma question, qui s'appelle ATI Centers. Et ce sont donc des plateformes ou des laboratoires qui sont dans un réseau un peu mis à disposition pour les PME. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, du tout. Bah, je vais m'enseigner étant donné qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est parce que c'est justement, après, je ne connais pas toutes les conditions
Mais c'est pour faciliter, parce que justement, vous venez de Alors, c'est dire, peut-être lié à votre thématique sur l'agro. on est sur l'agro, nous on est sur l'agro, on est dans la biotechnologie, enfin on est, voilà, on est sur plusieurs domaines, mais en fait c'est parce que justement les PME, elles sont un accès plus compliqué à l'innovation, vous voulez le dire, que comme les grands groupes qui eux, ils peuvent se la payer. Et l'idée de ce réseau, c'est mettre à disposition des PME, par exemple, si vous avez besoin de faire une analyse, de faire un petit test de faisabilité, je ne sais pas. Et c'était ma question si vous connaissiez ce réseau. Enfin, je pourrais vous Comme ça, tel quel, mais étant donné qu'il y en a beaucoup, bah oui, il y en a je ne connais pas beaucoup, c'est tous. pour ça. Ok. Là, vous avez la slide qui présente voilà, les services sur la propriété industrielle. Donc, beaucoup de phases d'audit. Ça intervient souvent avant des phases de levée de fonds. C'est-à-dire que voilà, on commence à se développer, on a besoin d'avoir une masse d'argent suffisante pour asseoir le développement. Donc, on intervient avec des business angels pour qualifier comment l'entreprise est organisée sur la propriété industrielle, ce qu'elle a à faire, combien ça va coûter. Comme ça va rentrer dans la grille de notation. Une part de recherche d'autorité brevet. Moi, je suis ingénieur mécanique générale à la base. Donc, c'est moi-même qui l'ai fait sur la composante technique. Je ne fais pas la bio, je ne fais pas la photonique, je fais juste voilà, mécanique générale et informatique. Et une part de plan d'action qui permet, voilà, quand on va à l'export, de checker tout ce qui est droit, ça peut être la formation de collaborateurs, notamment qui font de recherche et développement, ou d'aider à formaliser la stratégie. Je vais faire un sondage. Est-ce que, d'après vous, quand on a une idée, est-ce que l'idée est protégeable? Non. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous fait penser à ça? C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres pas plus d'interventions? Bah, en fait, comment dire, cette idée sur le fait que on peut protéger une idée, ça, c'est une fausse idée. J'ai posé une question. La réponse est peu connue en France parce que la propriété industrielle n'est quasiment pas enseignée en France. En Allemagne, c'est enseigné à la fin du lycée. Au Japon, c'est enseigné dès le collège. Oui, c'est impressionnant. Nous, on est très, très en retard culturellement, à la fois sur la connaissance de qu'est-ce que la propriété industrielle et comment l'utiliser. Donc, donc là, on va parler ce midi. Vous allez retenir entre 3 et 6% de ce que je vais dire à peu près. Donc, je vous dis les 2-3 slides importantes. Une première fausse idée comment dire, à casser, c'est le fait que est-ce qu'une idée est protégeable? Non. C'est l'article 1er du Code de la propriété intellectuelle. Les idées sont dans le libre parcours et non appropriables en tant que telles. Donc, voilà, comme c'est l'article 1er, on ne peut pas avoir une idée et empêcher d'autres d'avoir la même idée que soi. Mais dans le droit, chaque mot compte. Si les idées sont de libre parcours et non appropriables en tant que telles, ça veut dire que le fond de l'idée n'est pas appropriable. Il y a un petit vide sur le fait que la forme de l'idée peut l'être. Et toute la propriété industrielle va rentrer là-dessus. Le fait que si on ne peut pas s'approprier le fond de l'idée, des éléments de forme, on peut se les approprier. Je vais donner un exemple. Le premier à avoir créé la vente par correspondance, c'était les Galeries Lafayette en 1888. C'est quand même un certain temps et tout. Et il n'a pas pu empêcher, donc c'est un élément conceptuel, il n'a pas pu empêcher tous ceux qui ont fait de la vente par correspondance de venir après derrière. Les grandes galeries, puis les Trois Suisses, puis un certain nombre d'entreprises qui sont venues. Pareil sur la vente sur Internet. Amazon a été le premier à vendre en ligne dès 1995. Il n'a pas pu empêcher tous ceux qui voulaient vendre en ligne après. Il a fait du tapage en disant que c'était protégé et tout, mais ça n'était que de la communication pour vraiment marquer dans l'esprit que c'était lui le premier, mais il n'a absolument pas pu empêcher ceux qui voulaient venir après lui faire de la vente par Internet. Donc ça, voilà, entre une idée et sa matérialisation, le fond de l'idée, on ne peut pas le protéger. Par contre, des éléments de forme le sont peut-être, et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Quelques éléments aussi, quand on a une idée, ça c'est les premiers éléments à penser. Quand on a une idée, l'objectif c'est juste de garder la traçabilité à qui on en parle. Et ça, vous le verrez aussi beaucoup dans le business, c'est que si vous parlez à tout le monde de votre idée, d'autres vont la faire. S'ils ont plus d'argent, s'ils ont plus de moyens, ils vont le faire plus rapidement que vous et ils vont vous damer le pied. Ça, c'est des choses qu'on voit mais 3 fois, 4 fois dans l'année dans les différentes pépinières. Voilà, je parcours pas mal la région d'ici à Toulouse.
Et je peux vous dire, voilà, c'est tellement classique qu'on parle de l'idée à la machine à café, puis clac, quelqu'un va faire la même chose. Donc, voilà, ce qui est important, c'est de pouvoir tracer à qui on en parle et de pouvoir aussi le dater dans le temps. Ça n'interdit pas de trouver des partenaires pour le faire faire. Par exemple, si je trouve un sous-traitant qui va faire les produits à ma place, eh ben, je peux lui en parler, mais rien n'empêche de signer un accord de secret. Et c'est absolument beaucoup de gens de PME avec qui je travaille disent « Ah, mais je ne fais pas signer un accord de secret parce que sinon, il ne voudra pas travailler avec moi. » Absolument pas. Ça fait partie aussi d'un élément de crédibilité de ce que vous faites, qui est que juridiquement, vous allez être le plus possible blindé. Vous ferez des erreurs comme tout le monde. Tout le monde fait des erreurs. Mais déjà de commencer avec des premiers documents de base, des démarches qui sont bonnes, déjà c'est une première chose. Donc voilà, c'est toujours de bien tracer qui a accès à l'information. Donc j'avais mis une slide pour illustrer un petit peu le fait qu'on est très en retard. Ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur le nombre de brevets qu'il y a dans le monde. Donc en 2021, donc il y a toujours un peu de retard quand c'est publié, parce qu'il y a certains pays qui mettent du temps à publier. Donc sur 2021, il y a eu à peu près 3,3 millions de brevets qui ont été déposés dans le monde. On voit que le plus gros déposant, c'est la locomotive, qui est loin devant tout le monde, alors qu'il y a 25 ans, il ne déposait quasiment aucun brevet. C'est la Chine. La Chine dépose plus de brevets que tous les autres pays réunis. Donc ça permet de voir un petit peu la puissance de la Chine. Et quand je vais des fois dans les confs et on me dit la France, grande puissance et tout, je ne dis rien, je hausse les épaules et j'attends qu'on est très très loin. Oui, allez-y. Sauf que c'est quoi leur périmètre de. Puisqu'en fait, c'est eu pour se protéger en interne. Puisqu'en fait, il y a une grosse tradition en Chine, c'est de se copier les uns les autres. En fait, Et bien ça change en fait. C'est là où on est étonné, c'est que ça c'était valable il y a 15 ans, 20 ans. Mais depuis 5-6 ans, il y a un vrai changement qui s'opère. Comme maintenant, ils ont quasiment toutes les industries au sein de leur pays, le fait d'innover, c'est ce qui leur permet de se différencier et d'avoir plus de valeur. Parce que là, maintenant, le marché chinois est totalement saturé. Bientôt, le marché mondial sera aussi totalement saturé. Je veux dire, voilà, le monde est un monde limité. Il n'est pas illimité. Donc, il n'y a pas de croissance externe. Donc, à chaque fois, la croissance, ça va se faire sur des éléments périphériques. Et l'innovation, ils ont bien perçu que c'est un élément important pour augmenter leur marge ou garder des marges suffisantes. Il y a un vrai changement. Je veux dire, moi, je l'ai vu entre là où j'ai commencé il y a quelques années et maintenant. Ben, voilà, ils commencent à se professionnaliser à la fois leur justice. Alors, ce n'est pas valable partout. Je veux dire, il faut garder beaucoup de recul avec ça, mais ils commencent à se professionnaliser, ils commencent à voir dans les brevets un élément important de négociation. Par contre, je crois que allez-y. Le pourcentage de réussite des brevets à la fin est beaucoup plus faible. Tout à fait. C'est ce qu'on va parler aussi dans la conférence. Non, mais c'est la remarque judicieuse. La France, on est 20e, 21e, des fois 23e, voilà, suivant les pays. On est grande puissance, on est largué. D'autant que la France, on est à plus 3% de dépôt. Vous avez à chaque fois, en début d'année, l'INPI qui fait un rapport, se gosse en disant, ben voilà, la France, plus 3%, plus 2%. Quand vous avez la Chine qui fait plus 25% par an, quand vous avez les États-Unis qui font plus 7 à 10% par an, voilà, les 3%, c'est garder une somme relative. Un mot sur, donc, dans ce qu'il y a à retenir, important, c'est cette slide. Cette slide qui va vous permettre un petit peu de comprendre comment est cassée propriété intellectuelle, propriété industrielle, comment les choses s'organisent. Voilà, ça c'est un élément vraiment, s'il y a un élément à retenir de cette heure où on va parler, c'est cette slide parce que ça vous donne tous les éléments et les tenants et les aboutissants en un graphique. Le gros chapeau, c'est propriété intellectuelle. C'est ce qui permet de couvrir l'ensemble des éléments de protection sous quelque forme que ce soit. Et vous avez deux gros blocs. Un très très gros bloc qui fait à peu près 60% du code et des articles, avec beaucoup de jurisprudence, qui est la propriété littéraire artistique, PLA, où là, ça permet de protéger tous les éléments du moment qu'ils sont exprimés. Et ça ne protège pas le fond, mais ça protège l'expression. Je vais vous donner un exemple. Speedy, en 1983, était un des premiers à faire de la réparation sans rendez-vous. Concept en soi, voilà. Ils ont très vite créé des franchises parce qu'ils ont vu que ça a bien marché. Puis au bout de 2 ans et demi, le fondateur a dit, bon, ben, on va exporter ça sur d'autres territoires. Donc, il a créé une franchise. Et dans la franchise, il a mis tout un ensemble de textes et d'éléments qui permet de voir l'organisation des équipes,
parce qu'en termes de RH, il faut suivre quand on sait que tout le monde vient quasiment le samedi et que donc il faut faire des roulements d'équipe, donc l'organisation des équipes, les agencements des boutiques pour permettre des flux, l'agencement des garages avec des outils pour permettre une bonne préhension des outils au moment de faire des réparations. Il a organisé tout ça de façon très, très méthodique. Et ceux qui sont venus après lui, Speedy et tous les autres concurrents, qui sont, et Midas, voilà, c'est le chercher, et Midas, qui sont venus quelques années après, ont pris le même concept de la réparation sans rendez-vous. Mais ils ont dû organiser leurs éléments de façon différente, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre un contrat de franchise quasiment comme le premier et faire la même chose. Donc, ils ont dû prouver qu'ils étaient différents dans leur mode d'organisation, dans l'organisation des boutiques, dans plein de choses. Vous voyez, ça, le document de franchise, c'est ce qui a protégé. Ça ne protège pas le fond d'idée, mais tous les éléments tels qu'ils étaient agencés et écrits, ça, c'était protégé. Donc, voilà, par exemple, ce qu'il y a derrière propriété littéraire artistique qui s'applique aussi à des entreprises. Derrière propriété littéraire artistique, on pense au peintre, on pense à l'écrivain qui va écrire un livre et voilà, son texte, il est protégé par le droit d'auteur. Eh bien, c'est aussi le cas pour des entreprises qui vont protéger certains éléments qu'elles ont en interne, qui va faire leur force. Voilà. Donc, en France, il n'y a pas d'administration. Donc, c'est marqué protection sans défaut préalable. Il n'y a pas d'administration centrale qui gère ça. Par rapport aux États-Unis, il y a l'US Copyright qui gère le droit d'auteur, qui est une administration centralisée, fédérale, qui gère ça. En France, ce n'est pas le cas. Vous faites appel à des sociétés. La SACEM, c'est une société d'auteur. Comme toutes les autres sociétés qui a concurrentes, c'est un marché concurrentiel qui a sur ce marché, vous en avez 8 qui ont un agrément du ministère de la Culture pour une action de délégation de services publics. Mais ça reste des sociétés anonymes dont leur but reste la rentabilité. Donc, le droit d'auteur permet de protéger la création artistique. Donc, par exemple, un logo. Vous voulez utiliser un logo dans ce que vous allez vendre, parce que le logo, ça va être le vecteur un petit peu de votre image. Et il faut penser que le freelance qui va vous faire ça ou la personne qui va vous faire ça, elle a un droit d'auteur dessus. Il y a énormément de problèmes avec les gens qui créent des logos. 3-4 ans après, ils voient que la boîte se développe. Ils viennent toquer à la porte. Au fait, royalty pour son chiffre d'affaires sur ça. Si ça n'a pas été vu au départ, eh ben, là, on ouvre la boîte de Pandore. Donc, c'est important de se faire accompagner avec un contrat de cession, même si c'est une personne physique, hein, du freelance, à la société nouvellement créée, pour avoir l'accès au logo. Même des très grosses se font avoir. Hein. J'ai un exemple, c'est BNP Paribas, en 2004, a fait appel à une nouvelle agence de com et le directeur artistique qui avait fait les nouveaux logos de BNP Paribas se brouille avec son ancien employeur et attaque en justice BNP Paribas. On est en plein mois de mai. Roland Garros commence. Eh bien, il a dit, ben dans le contrat, en fait, vous aviez tout prévu, mais vous n'aviez pas prévu le fait que le nouveau logo soit sur les badges de Roland Garros. Négociation à l'amiable, il veut 1 million d'euros, ça se passe mal, machin et tout. Donc, cette année-là, regardez les archives, les badges de Roland Garros étaient peintes en vert à la place du logo de BNP Paribas, qui était le sponsor officiel du tournoi. C'est passé inaperçu. Voilà. Et la dernière semaine, les 3 derniers jours, à la fin du tour, ils ont trouvé un accord, finalement. D'après ce qu'on a compris, c'était aux alentours de 400 000 euros. Il a pris son chèque, et là, on a vu à nouveau, donc ça a été floqué directement sur les bâches. Donc, les 3 derniers jours du tournoi, on avait le logo de BNP Paribas qui était du tournoi. Voilà un versus, voilà des anecdotes qu'on voit tourner, qu'on voit. Voilà. Ça, c'est des petits détails auxquels il faut penser. Un mot aussi sur les logiciels, il y a la possibilité de le protéger, et là, le droit est très à l'avantage des sociétés. C'est-à-dire que même un stagiaire qui n'est pas un employé au sein de la société, dans la mesure où c'est prévu dans son contrat de stage, peut directement donner ce qu'il a codé, donc sur lequel il y a un droit d'auteur, à l'entreprise, et l'entreprise le fait valoir pour son propre droit d'auteur. C'est une exception au droit d'auteur classique qui est liée à la personne. Pour le code et le logiciel, c'est lié à l'entreprise. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en développement informatique dans la salle. Non? Oui, donc voilà, ça, il faudrait le penser. Mais il faut que ce soit bien prévu dans le contrat. Par rapport à un logo où là, à chaque fois, c'est lié à la personne physique, là, c'est lié au contrat de travail. Il faut que dans le contrat, il y ait une petite clause là-dessus. Elle n'est pas obligée d'être rémunérée. Une question, là, j'ai déjà pu faire le logo en fait l'année dernière. Oui.
Et il me semblait que j'avais effectivement cette clause qui disait par rapport au droit d'auteur. Mais je pensais que c'était systématique, c'était normal que les personnes qui créent le logo avaient cette propriété, enfin cette. Donc, est-ce que par la suite, on peut changer, Tout à fait. vers la personne? Souvent, c'est moyennant rémunération. C'est Ouais. jamais gratuit. On n'est pas dans un monde de... Donc En ça, tout cas, quand la personne a fait le logo, je l'ai payé pour cette prestation, ça c'est sûr. vous avez payé pour la conception, mais pas forcément pour la réutilisation derrière. D'accord. Parce qu'il y a 3 droits. Le droit de, comment dire, il y a une commande qui est faite pour un logo. Après, il y a le droit d'user, et donc de le décliner sur un certain nombre de supports pour Oui, des c'est ventes ça. particulières. Oui. Et après, il reste un droit moral dessus, mais lui qui est à part. Mais généralement, une entreprise achète les 2 premiers droits, le droit l'usus et le fructus, le droit d'user et le droit de recueillir les fruits, donc de le réutiliser. Voilà. Et souvent, il y a un amalgame, c'est-à-dire que seulement le premier droit est cédé, c'est-à-dire que c'est un élément de conception, il n'est pas prévu aussi toutes les différentes utilisations possibles. Deuxième élément, la propriété industrielle. Donc là, qui dit industrie, ça rentre dans un cycle industriel. Et là, en France, il y a une administration, c'est l'INPI. L'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, qui gère les différents titres. Et chaque titre a un élément de protection particulier. Dessin et modèle, c'est tout ce qui va être dessin 2 dimensions, modèle 3 dimensions. J'ai pris l'exemple de la cafetière. Le concept de la cafetière n'est pas protégé en tant que tel, parce que maintenant, on en a depuis à peu près une 60aine d'années, même un peu plus. Donc voilà, c'est ces éléments qui... Alors, j'ai pas pris un bon exemple, parce que j'ai pris Senseo. J'aurais dû prendre la machine à café avec le filtre, avec une résistance qui envoie de l'eau qui fait couler au travers d'un filtre. Voilà. Ça, ces concepts-là ne sont pas protégés. Par contre, chaque marque a un design particulier. Tefal, souvent, l'embase est assez arrondie. Seb, le bec souvent est allongé. Chacun a une griffe, un design particulier. Et dans le dessin et modèle, ce qu'on protège, c'est le design. Uniquement les éléments de design. Philippe Stark fait des tables, des chaises, table à chaise. Le concept, tout le monde se l'approprie. Par contre, il a des formes tellement particulières qu'il dépose des dessins de modèles, souvent des modèles, 3 dimensions, pour que la forme soit protégée et lui appartienne à son entreprise. Voilà. Mais du coup, en fait, il y a quelques années, je crois qu'il y avait Apple qui avait essayé de déposer, de protéger le fait d'avoir des coins, les coins Arrondi. arrondis. Tout à fait. Et du coup, c'était pas passé. Non. Mais du coup, là, vous me dites qu'en fait, il se quand même des modèles parce que derrière, Oui. protège, mais c'est quoi la différence? Parce que, c'est parce que l'élément n'est pas original. Il y a des critères, il y a des conditions. Il faut que l'élément soit original. Je veux déposer une table qui est rectangulaire avec 4 pieds. C'est tellement trivial que ça n'est en rien original. Donc, pas de protection possible. Il faut qu'il y ait une forme d'originalité particulière. Et Apple l'avait utilisé parce qu'ils étaient en bisbille avec Samsung. Et en fait, quand Tim Cook est arrivé suite au décès de Steve Jobs, Tim Cook avait dit on va faire l'audit de tous nos sous-traitants. Le sous-traitant numéro 1 de Apple, c'est Samsung. Samsung a dit non, nous, on ne sera pas audité. 3 jours après, Apple attaque dans 24 pays pour faire valoir justement ce pattern design, c'était ce dessin et modèle, sur le fait que l'élément arrondi avait un critère d'originalité, c'était un angle à part, utilisant un coefficient particulier et tout. Ça tenait absolument pas. Mais ça a permis pendant 3 jours, notamment en Australie, où ils avaient été attaqués dans un tribunal au fin fond d'un bush. Donc le temps que le juge arrive, parce que c'était un fermier, ils avaient calculé leur coût, et bien pendant 3 jours, les ventes de Samsung ont été interdites sur le territoire australien. Voilà, on est vraiment dans la guerre d'entreprise. La suite de cette affaire, j'avais fait travailler des étudiants de Polytech là-dessus, c'est que 4 jours après, Samsung attaque Apple sur un certain nombre de brevets et de formes d'électronique très, très particulières qui sont similaires. Une semaine après, ils ont enterré la rage de guerre. Samsung a été le seul sous-traitant qui n'a pas été audité. Voilà l'exemple là-dessus. Ça n'en était que sur une guerre de communication. Du point de vue juridique, ça ne tenait pas. Excusez-moi, Oui. Des toutes petites modifications du... Comment on juge les petites différences d'un... Alors, dans ces cas-là, il m'est arrivé d'intervenir sur des contentieux. Ce qui est regardé, ce sont les faisceaux de ressemblance. C'est-à-dire, on prend les éléments en analyse de forme et on décrit comment ils sont, et on voit l'autre élément, et on décrit les éléments de forme, les angles, les machins.
plus il y a des éléments de ressemblance entre eux, plus on peut déterminer qu'il y a un préjudice. Et on en est au pourcentage, vous voyez, ça se joue à des éléments de pourcentage. Pour un vêtement, par exemple, Alors, pour un vêtement, il y a assez peu de procès. C'est souvent sur des éléments de forme très particulières, des signatures. On pense à l'agencement des couleurs de Sonia Rykiel, par exemple, qui avait été déposé, non pas sous forme de dessin et modèle, mais sous marque. Et en même temps, sur le droit d'auteur, ils avaient attaqué le sous-traitant, je crois que c'était H&M ou je ne sais plus quelle société distributeur des pulls pour contrefaçon. Et du coup, bah voilà, ils avaient finalement Sonia Rykiel avait gagné parce qu'il y avait trop de faisceaux de ressemblance. C'est-à-dire qu'à la place d'un bleu, ils mettaient un rouge, mais le rouge se retrouvait 3 cm plus bas. Enfin, voilà, les choses étaient beaucoup trop proches. Et pour un consommateur d'attention moyenne, il y avait un risque de confusion. Oui. Et quand vous parlez de modèle, vous parlez aussi d'assemblage. Par exemple, je sais pas, on peut faire une table, je veux l'assembler avec autre chose, et puis ça crée un élément original. Alors, il faut que... alors souvent, ce sont des éléments d'ornement, plus que... alors sur l'assemblage, oui, mais il faut que ce qui est revendiqué, comme la forme protégée, soit original en tant que tel. Si c'est juste les 4 pieds ne rentreront pas dans la protection de la forme. Par contre, si elle a une forme très particulière, oui. Supposons qu'on assemble une table avec une table avec une machine à café, pardon. J'ai assemblé Ou alors, j'allais dire, ce qui est très à la mode actuellement, c'est de couler des objets dans des grosses matrices d'époxy. Comme ça fait des tables avec l'époxy, donc c'est comme une espèce de colle qui est transparente et vous avez plein d'objets qui sont au milieu, des dessins des enfants et tout. Voilà. Donc ça, par exemple, oui, il pourrait y avoir un dépôt sur des éléments de forme, mais ça reste limité dans la mesure où on est plus dans une démarche artisanale que dans une démarche industrielle. Ce qu'il faut, c'est un objet qui rentre dans un critère industriel. Donc, c'est l'élément d'ornement original. Brevet, on va en parler. Et certificat d'obtention végétale, bah, c'est les races de fleurs, par exemple, tulipes, roses, de pommes de terre. Voilà, où là, il y a une protection qui se fait sur la stabilité de la race qui a été nouvellement créée. On va parler du brevet. Alors, je regarde l'heure, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions sur la marque, plus que le brevet. C'est ça? Ou tout, parce que je peux rester... c'est pour jauger, calibrer en fonction de vos besoins, de ce que vous attendez. C'est pareil. Non. plutôt marque. Marc. Alors, on va avancer assez vite sur le brevet. Donc, le brevet, document officiel donné par l'administration. Ce qui est protégé dans une invention, ce n'est pas le produit en tant que tel, c'est l'effet technique. Ça, c'est très, très important. C'est que le brevet ne protège pas le produit, mais il protège l'effet technique qu'il permet. C'est pour ça que, par exemple, sur un ordinateur, sur un objet électronique, vous avez plusieurs brevets. Donc, ce n'est pas l'objet qui est protégé, mais c'est des effets techniques qu'il y a au sein de la machine, soit dans l'électronique, soit sur le logiciel, soit des éléments particuliers. Et ces critères doivent répondre à 3 conditions. Quand on pense à brevet, on pense à quelque chose d'innovant. Donc, innovant dit nouveau. Donc, premier critère, c'est la nouveauté. Ça ne doit pas être compris dans l'état de la technique, accessible et connu par le public. Deuxième élément, il faut que ça rentre dans un composante, dans un process industriel. Donc, ça va exclure tout ce qui est l'ordre du concept. Par exemple, des fonds de pension américains avaient déposé des brevets sur des méthodes de calcul de rentabilité de leurs investissements. Retoqués ne rentrent pas dans le critère industriel. Et troisième élément, inventif, c'est-à-dire pour l'homme du métier, ça ne découle pas de manière logique des techniques connues. En gros, il faut qu'il y ait un effet supplémentaire. Il faut que ça ne soit pas simplement la combinaison et l'agencement de choses entre eux. Il faut qu'il y ait un effet supplémentaire quand ça arrive sur l'effet technique qui est fait. Voilà. Dans le Oui. brevet, j'ai lu des trucs où franchement c'était complètement faisable. Tout à fait. Alors, ça arrive. Moi, je l'ai vécu en tant que jeune étudiant où j'étais en stage chez un sous-traitant de l'automobile, où il y a ce qu'on appelle les brevets pot de miel. L'objectif, c'est d'envoyer les concurrents sur des recherches techniques qui vont aboutir à une impasse. Mais ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'argent, parce qu'ils voient un brevet, ils se disent, bon, on va essayer de voir comment ils l'ont fait, et puis ils vont passer du temps à essayer de le refaire, et finalement, ça n'aboutit à rien. Donc ça arrive, oui. Dans l'industrie très, très concurrentielle, l'automobile notamment. Voilà, il y a énormément ce qu'on appelle un brevet pot de miel.
on met aux autres d'aller dans le pot de miel et ils se plantent. Normalement, ça ne doit pas être accepté. Mais bon, ils ont un tel degré de sophistication dans l'écriture du brevet que des fois, ça passe. Et il faut voir aussi une chose, c'est que quand on disait que les brevets chinois les Chinois déposent à peu près 1,4 million de brevets par an, combien vont aller au bout des 5 ans? Il y a un taux de déchet qui est important. Pourquoi? Parce que le temps de la procédure, c'est à peu près 3 ans. Je dépose un brevet, dans 3 ans, est-ce que j'aurai 100% des demandes qui vont être acceptées? Souvent, il y a un écrémage. Vous avez une question? Ouais, c'est parce que du coup, comme c'est Stéphane, c'est prouvé que c'est pas faisable en fait. Dans le sens, le brevet pot de miel, c'est un truc qui ne marche pas. Oui. Mais du coup, comment, pardon, comment elle fait pour le savoir que ça ne marche pas en fait? Du coup, parce que imaginons, je commence à projeter les trucs, mais sur le papier, imaginons, ça marche les calculs, machin, mais en fait, dans la réalité, ça ne marche pas. Oui. Ouais, mais du coup, comment l'INPI, elle, le sait? Ils ne savent pas toujours. Donc en fait, c'est pour ça que les pommiers, ils passent, parce qu'en fait, eux, derrière, ils n'ont pas trop de moyens de... En fait, le temps que l'INPI, c'est-à-dire quand un brevet est déposé, il va être publié quelques mois après, au maximum 18 mois, mais souvent les publications sont accélérées au bout d'entre le 9e et le 12e mois. L'INPI a des examens où ils vont dire, ben voilà, page 4, ligne temps, il y a ça qui est mal explicité, merci de nous donner des compléments, ça c'est mal décrit, soyez plus précis, enfin voilà, ils donnent, et l'entreprise a 2 mois pour répondre. Beaucoup d'entreprises déposent et de 2 mois en 2 mois achètent du temps en quelque sorte, parce que virtuellement le brevet est court. C'est publié, les concurrents le lisent, voilà, et ils commencent à voir si ça marche ou ça marche pas. Il y a aussi les cabinets qui font les brevets, donc non, donc ça veut dire qu'ils sont un peu d'accord pour faire ça, parce qu'il y a toujours un rapport. Client et roi. Je ne sais plus quel est le titre, rapport scientifique ou rapport technique. Ah, oui, rapport préliminaire de recherche. Voilà, c'est ça. Et oui, voilà, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'ils sont d'accord. C'est pas qu'ils sont d'accord, c'est que quand quelqu'un vous paye et vous faites un courrier, vous dites je vous préconise que non et vous dites je veux, on fait. Une demande de dépôt de brevet est refusée et pas remboursable. Tout dépend si le cabinet, tout dépend si le cabinet vous avertit ou pas. Normalement, il a une assurance sur laquelle il doit prévenir de ça. Donc c'est pour ça qu'ils font des courriers très alambiqués quand vous leur demandez. On ouvre 40 parapluies pour vous dire que machin. Après, certains vont vous dire dans le blanc des yeux, non, ça passera pas. Mais si le client dit je veux, parce que ça va lui permettre d'aller négocier sur un salon, négocier avec un distributeur, voilà, c'est la vie des affaires. Alors, on va avancer là-dessus, à quoi ressemble un brevet, voilà, qui vous donne des éléments. Le but pour moi, c'est qu'on aille rapidement sur la marque, et si on doit revenir sur les brevets, donc oui, un élément important, il faut préserver le plus possible le secret. Pourquoi? Parce que si je parle de ma techno avant que le brevet soit déposé, je casse le secret, donc je casse la nouveauté, donc le brevet ne vaut plus rien. Donc ça, c'est très important. Quel est le niveau d'information qu'on peut quand même donner, parce que on peut quand même parler de, imaginons, je parle à un futur investisseur, dire, Oui. voilà, il va dire, voilà, mais comment ça marche? Après, on peut décrire, on peut en parler, dire, voilà, le principe, c'est ça. Ou est-ce que dire, voilà, en fait, à ce moment-là, regardez, là, on attend ça produit tel effet, puis après, derrière, tel. Alors, vous pouvez en parler. Le tout, c'est de pouvoir le tracer et notamment de faire signer un accord de secret. C'est là où l'accord de secret compte, parce que ce qui est regardé, si jamais, par exemple, quelqu'un casse le secret, il va déjà, vous l'avez averti, en signant un accord de secret, il s'engage sur le fait qu'il va maintenir le secret. Donc, il y aura moins le fait de je vais en parler, j'ai pas fait exprès. Parce que là, il aura signé sur son nom, personne physique et l'entreprise, sa hiérarchie, personne morale, sur le fait qu'ils ont été sensibilisés au fait qu'ils doivent maintenir le secret. Après, dans les rapports humains, on sait que tout est possible. Et ce que va regarder un juge, si jamais il y a un problème et on veut dire, voilà, on arrive à prouver qu'un tel a cassé le secret, ce que va regarder le juge pour déterminer s'il y a un préjudice, c'est est-ce que l'entreprise dont le secret a été cassé a organisé sa chaîne de secret. Si ce n'est pas le cas, on va dire il n'y a pas de préjudice parce que vous n'avez pas une traçabilité dans l'entreprise qui a accès à quelle information, et vous ne pouvez pas tracer dans le temps qui a eu accès à cette information et a été sensibilisé au secret. C'est ça qui compte. Oui, allez-y. Oui.
Et il me demande de avoir une petite démarche et le conseil d'huissier. Si on a suffisamment d'argent pour payer un huissier pour ça. C'est pas vrai. Ça coûte pas très cher, mais malgré tout. La solution est chère, 130 balles, il faut faire Alors, vous avez un qui est moins cher, c'est l'enveloppe solo, 15 €, 15 €. qui est une preuve de date, qui est la même chose, valable que 5 ans. Oui, oui, absolument. Non, mais on travaille avec les huissiers pour ce genre de choses, donc c'est tout à fait possible. Après, c'est le coût que ça représente. C'est pas un prix de la technologie. Mais juste pour la protection du secret, déjà, c'est un préalable. C'est un des premiers trucs. Parmi. Dites le contrat de secret. Voilà. Ah non, 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 il faut quoi qu'il arrive l'accord de secret. C'est à côté. Un permet de dater, l'autre permet de dire j'ai une chaîne de traçabilité. Je sais ce qui se passe dans ma société. C'est prévu de partager les slides. Oui, oui, tout à fait, je vais les envoyer. Parce que sinon, je vais prendre une photo. Allez-y, prenez. Non, mais sinon, mais je le demande avant, mais sinon, Pas de souci. si vous allez nous les partager. Oui, oui, je vais les moi, envoyer. Je suis beaucoup dans cette configuration prototype et merci. Donc ça, le coût du brevet, donc ça c'est les chiffres de 2001, c'est les chiffres officiels que je peux comment dire, présenter. En 20 ans, ça a bien avancé. On a demandé à l'INPI de les mettre à jour. On attend. Il faut compter plutôt 5 à 8 000 € maintenant pour un dépôt de brevet. Et vous pouvez aller sur 5-7 pays européens, vous rajoutez 15 000 à 30 000 €. Vous voulez aux États-Unis, 10-15 000 €. Japon, c'est toujours à peu près le même prix. Chine, aux alentours de 8 000, avec un cadencement sur 3 ans, sur 30 mois. C'est important. Non, il n'y a pas de forfait. C'est payé par pays. Je vais avancer là-dessus. Je vais vous l'envoyer. Ce qui compte. Ah oui, c'est ça. C'est le PCP, ça moi j'ai du mal à tout à fait, qui permet juste de voir qu'en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, certains déposent, et en fait, la procédure, elle peut aller jusqu'au 30e, jusqu'au 36e, 48e mois, suivant la techno. Dans le logiciel, on sait que c'est très long. C'est quasiment 40 mois, le temps moyen de délivrance d'un brevet. Et ça veut dire quoi, pardon, PCT? Patent Community Treaty. C'est un traité international qui date de 1973. De passer à l'international. C'est une procédure qui permet de faciliter le fait que le brevet va s'étendre sur plusieurs pays en même temps. Je vais avancer. Donc le secret, bon, voilà, on a pris l'exemple, j'ai pris l'exemple de Coca. Coca créé en 1921, la recette, ils n'ont pas déposé de brevet alors qu'à l'époque ils pouvaient, dans la mesure où il y avait des vertus pharmaceutiques. Ils l'ont pas fait et donc ils ont maintenu au secret. Et donc voilà, ça. Pepsi par exemple a 98% des mêmes composants que Coca. Mais sauf que le caramel n'a pas été mis à la même température, à la même pression. Donc chacun a son secret de fabrique. Et le secret, lui, voilà, est maintenu. Et le secret a une valeur en soi. C'est-à-dire quand demain vous allez faire une levée de fonds, vous pouvez valoriser aussi certains éléments de secret que vous avez au sein de l'entreprise. J'ai l'exemple d'une société qui faisait des produits de la mer, pas très très loin d'ici. Lui, il faisait arriver ses produits à maturation en 8 semaines au lieu de 12. Donc voilà, il a une vraie valeur ajoutée, c'est plutôt une bonne chose. Eh bien, il n'a pas déposé de brevet, parce que du coup, il aurait donné la recette à tout le monde. Il a fait un des éléments de secret qu'il a organisé dans l'entreprise, et là, il vend sa méthode à d'autres sociétés, un peu partout en Europe et même dans le monde. Et c'est un accord de secret avec un transfert de technologie et de savoir-faire. Ouais, l'entreprise qui aura acheté et elle peut déposer le brevet. Non, non, c'est plus nouveau. D'accord. Et oui, c'est plus nouveau. Et donc, et maintenant, donc il a toujours ses concessions. Ça fait que 30 à 40% de son chiffre d'affaires. Tout le reste, ça n'est que de la matière grise. Le fait qu'il vende son savoir-faire et en même temps toutes les améliorations qu'il a fait dessus. Notre société Oui. doit récupérer donc le secret. Oui. Et est-ce qu'elle peut commercialiser? Ah oui, c'est prévu dans l'accord. L'objectif, c'est que les autres gagnent de la valeur ajoutée. Par exemple, il va en Espagne, au Portugal, vendre ça à d'autres sociétés qui ont des configurations des temps et tout quasi identiques. Bah, du coup, ils sont contents parce qu'ils gagnent vraiment de la productivité avec cette méthode. Mais alors, il y a une part de chiffre d'affaires qui lui est reversée, justement. La société KTM peut revendre à son tour cette En fait, là où il est bon,
le gars, c'est un géotrouve-tout aussi. Je veux dire, c'est pas n'importe qui. Déjà, il avait fait une thèse là-dessus, donc il a 15 ans d'expérience sur ce type de produit, et il a continué à faire de la recherche malgré sa méthode. Donc, il a une telle avance que avant que les autres arrivent sur lui, bah, il va se passer un peu de temps. Qu'est-ce qu'il peut nous conseiller sur ces choix stratégiques s'il vaut mieux revendre ou essayer de produire soi-même? C'est un peu à tâtonnement. Là, c'est vraiment suivant le business, comment vous sentez les clients, ben voilà, chaque marché est tellement particulier, chaque boîte est tellement particulière. Voilà, on aide à essayer avec une grille de lecture, mais la réponse est chez l'entreprise qu'il a. Justement, il ne l'a pas. Non, mais voilà, la grille, on peut en parler, on peut travailler et tout, mais la décision finale, c'est chez l'entreprise qui sent ou qui sent pas. Il y a aussi une question humaine de est-ce qu'on va sentir les gens avec qui on travaille ou pas. On parle d'entreprise machin, mais il y a des personnes et il y a aussi des fois des rapports de personne à personne qui fait que ça va marcher ou ça va pas marcher. L'enveloppe solo, voilà, qui permet d'avoir une preuve de date. Ça n'est pas une protection, c'est juste une preuve de date. Et l'avantage, c'est que ça ne coûte que 15 €. Et c'est un PDF qu'on envoie sur un coffre numérique de l'INPI qui permet de prendre date et on peut dater tout ce qu'on Est-ce veut. que ça n'a pas changé de nom, ça? Non. Non. Enfin, si, ça s'appelle e-solo, Oui, c'est ça. électronique. Il n'y a plus le trou. Non. Il semblait que- Alors, non, ils arrêtent là à la fin de l'année. Les enveloppes papier avaient le troué au laser et tout. Maintenant, c'est que des PDF qu'on Il envoie. me semblait que j'avais proposé ça à quelqu'un, il m'a dit, mais ça n'existe plus. Si, ça existe. Et ça s'arrête à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on n'en Ah, trouve ça quasiment s'arrête à la plus. fin. C'est-à-dire, vous voulez en avoir, il faut téléphoner à l'INPI qui vous l'envoie par courrier. Enfin, Donc, alors c'est le solo, en fait. oui, c'est ça. Il y a tout la à fait. différence. Ah, ok. Je vais avancer sur logiciel. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un besoin? C'est simple. Donc, il y a un droit d'auteur sur du logiciel et le droit d'auteur va couvrir le code source décompilé. Donc, pareil, il n'y a pas d'administration en France qui gère le droit d'auteur là-dessus. Ce sont des sociétés privées. Une des sociétés qui est notoirement connue en France, parce que c'est la plus ancienne, c'est l'Agence de protection des programmes. Ça reste une société anonyme, mais bon, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'ils forment les juges à interpréter lors des contentieux comment ça se passe, et ils ont beaucoup de relations avec les organismes d'autres pays européens ou autres. Donc, quand vous vendez votre logiciel à l'export, vous pouvez faire des couvertures d'extension du droit d'auteur sur d'autres pays. Voilà. Oui. Oui. Par exemple, celles qui Oui. qui sont publiques. Oui. Est-ce que du coup, je peux quand même protéger mon logiciel? Alors, le fait qu'elle soit publique et pas libre, parce que libre, en fait, c'est un terme qui n'est pas bon, parce qu'il sous-entend que c'est dans la nature. C'est jamais vrai, il y a toujours un droit de. D'ailleurs, il y a toujours une licence qui est mise dessus, et la licence prévoit des conditions d'utilisation. Qui soit, est-ce qu'il faut remettre à la communauté ou pas? Est-ce qu'on peut protéger ou pas? Beaucoup de licences prévoient le fait qu'on peut faire un brevet ou pas faire un brevet. C'est permissible et tout ça. C'est ça, et ça, donc, il faut le lire. C'est le truc qu'on ne fait jamais. Je développe aussi, grille, je kick, et je veux vite tester si ça va rentrer, si ça va faire l'effet que je souhaite ou pas. Or, en fait, il faut vraiment lire les 24 pages, notamment les articles sur la propriété intellectuelle, qu'est-ce que ça prévoit, qu'est-ce que ça ne prévoit pas. Free s'est fait avoir il y a quelques années. Ils avaient fait un firmware où ils utilisaient une licence GPL sur une partie du firmware. Et en fait, ils n'avaient pas remis au libre. Ils ont été attaqués par les associations du libre en disant non-respect du contrat, vous êtes sur une licence GPL, donc vous ne pouvez pas faire de protection si tu es en train de déposer un brevet, et deux, vous devez remettre tout le code du firmware directement pour le libre, pour la société du libre. Free avait dit non, nous c'est juste une moulinette qui permet d'arriver à un résultat, qui permet d'encapsuler de la donnée, mais ça n'est pas l'essence du firmware. Et en fait, voyant le procès avançant, voyant qu'ils allaient perdre, Free a lâché l'affaire, donc le dépôt de brevet a été annulé, mais la demande est toujours en ligne, et ils ont dit, on va ouvrir, on va prendre le contre-pied, tous nos firmwares sont en ligne, accessibles par n'importe qui, et les gens ont juste, quand ils les téléchargent, une condition de ne pas avoir d'actes malveillants dessus et d'aider au développement. Voilà un exemple d'une grosse société aussi. C'est un petit peu à voir.
La marque, tout ce qu'on fait, oui, déjà 1 heure, ça va vite. Tout ce qu'on fait, la marque, il y a un vrai faux amis et une incompréhension dessus, parce que tout ce qu'on consomme, il y a des marques, des services, des objets, voilà, partout il y a des marques, mais les gens comprennent peu, savent peu ce qu'il y a derrière. Donc la marque, donc le terme de droit qui définit la marque, c'est un signe. Signe, c'est un terme qui définit le fait que c'est un élément sous quelque forme que ce soit. Ça peut être un logo, ça peut être une phrase, ça peut être un mot existant, ça peut être des combinaisons, ça peut être plein de choses. Et donc ce signe est apposé sur des produits et/ou des services destinés à indiquer la provenance industrielle ou commerciale de celui-ci. Donc voilà, cette notion de signe et aussi de territoire, parce que souvent on commence à déposer en France et on l'étend. Et il faut voir si ça correspond, si comment dire, le droit est protégé. Souvent, quand on va à l'export, on n'étend pas sa marque à l'export parce qu'on n'y pense pas, parce que ça coûte des sous, et on se dit, on ne va pas le faire. Ce qui arrive très, très souvent, c'est le distributeur qui dépose la marque dans son pays en son nom. Et vous êtes bloqué avec le distributeur. Vous vous fâchez avec le distributeur, vous ne pouvez plus vendre le produit sur ce pays-là. Ça, c'est le truc qui arrive quasiment tous les jours. Donc voilà, ça, c'est un truc à faire important, à faire attention. Derrière une marque, il faut toujours bien checker ce qu'on en fait, les coûts que ça représente et le retour sur investissement. Je vous ai mis les différents signes qui vous permettent un petit peu de comprendre. Donc, quand vous allez créer la société, vous allez avoir une dénomination sociale qui va vous permettre d'identifier la personne morale, la société. Et donc, c'est l'enregistrement au registre national du commerce et des sociétés, RNCS, qui est maintenant, dont le site est maintenant géré par l'INPI. Vous avez aussi un nom commercial. Le nom commercial, c'est le nom par lequel mon entreprise fait connaître son activité. Par exemple, je m'appelle Monsieur Garcia, j'ai fait des garages, je prends une concession Renault, donc je vais avoir une possibilité d'utiliser la marque Renault. Et mon nom commercial, par exemple, ça va être Garcia Garage Frère Renault, par exemple. Donc, je vais avoir ma dénomination qui va être Garcia Garage, le nom commercial qui va être Garcia Garage Renault, et l'enseigne qui va être uniquement, par exemple, le logo Renault, qui permet de reconnaître le fait que je ne répare et je ne vends que des Renault. Et la marque, elle, qui appartient à la société. L'intérêt pour lui des produits de marque, alors que la marque c'est Renault, va passer. Non, lui, il ne va pas déposer, lui. Ah oui. Parce que lui, il achète une cession de la marque Renault pour pouvoir faire son activité, à la fois de réparation et de vente. Voilà. J'ai pris l'exemple qui vous permet de comprendre les différents étages. Le nom commercial, par exemple, sa portée géographique est locale liée à la zone de chalandise. Qui fait que, par exemple, les cafés de la gare, vous avez 400 cafés de la gare en France. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils peuvent coexister parce qu'ils ont un nom commercial qui est limité à leur zone de chalandise, qui est la ville ou l'agglomération. Voilà un exemple qui vous permet de voir les différents. Et souvent, on peut facilement déposer ses statuts en ligne. Ça se fait en 3 minutes avec sa carte bleue. Ça ne coûte pas cher, mais il y a énormément de problèmes parce que c'est mal connu, ces différents usages et leur portée qu'ils vont avoir. Donc, d'où le fait de se faire accompagner pour ne pas se tromper, parce qu'après, derrière, c'est des frais. Là, c'est vous qui renseignez. Moi, non. La CCI, enfin, la CCI. Oui, à la CCI, oui, tout à fait. Ils ont un service spécifique pour ça et ils vous permettent de bien voir les bonnes cases à mettre. Donc, définition de la marque, c'est le fait de différencier les produits et l'activité. C'est très important. Quand on va déposer une marque, on spécifie clairement les produits. Il y a énormément de marques qui sont déposées, qui en fait, les gens se disent, quand on va déposer une marque, on fait sur une famille de produits. Mettons les cosmétiques, on va prendre toute la famille de produits. Cosmétiques, savon, abrasifs, machin, et on va tout. Et en fait, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est uniquement spécifier les produits qu'on va vendre. Et ça évite qu'il y ait une confusion avec d'autres marques particulières. C'est quand la gamme évolue. Alors souvent, on pose la question, comment est-ce que dans 5 ans, vous voyez votre entreprise, votre projet? Et si vraiment il y a une évolution, soit un redépôt de marque avec les produits complémentaires, soit au moment du renouvellement. Souvent, c'est des opportunités qui se font, c'est-à-dire on sait que, je sais pas, on va faire des t-shirts, on va par de facto faire de la vente en ligne et des stylos, par exemple, ou des goodies, parce que ça va bien avec. On ne va pas faire, je sais pas, de la bière. Donc, il y a des familles de produits dont on sait qu'elles vont bien aller ensemble et d'autres, on sait où c'est trop éloigné. Donc, voilà, on essaie aussi de conseiller pour préparer aussi
l'évolution de la gamme. On peut pas l'anticiper. Peut-être qu'on fera ça dans 2 ans et on les met dans le dépanneur. Oui, mais ce qui est regardé, c'est qu'il y a une activité qui est sérieuse, commerciale, qui est faite dans les 5 ans. D'accord. Si ce n'est pas le cas, la marque perd un peu de sa valeur juridique dans la mesure où vous ne vendez pas les produits que vous revendiquez ou que vous voulez bloquer le nom. Voilà. Le dépôt de marque, c'est vraiment un faux ami parce qu'on peut le faire très facilement. Ça coûte 190 €. Vous le faites en ligne en 10 minutes. Je veux dire. Mais par contre, souvent, on oublie toutes les répercussions juridiques qu'il y a derrière. Et donc, il faut bien penser à faire une recherche de AOT parce que ce qui est regardé, ce sont les faisceaux de ressemblance. Donc, et les faisceaux de ressemblance à 3 niveaux. La ressemblance phonétique, la ressemblance d'écriture et la ressemblance intellectuelle, ce que ça évoque. Donc, il y a à Narbonne, là, pas très loin d'ici, il y a une dizaine d'années, on avait accompagné une start-up qui avait fait, et il avait un contentieux, il avait fait une marque de t-shirt « J'aime votre femme ». Truc très rigolo, machin, le truc qui... Voilà. Et il s'est fait attaquer par une marque anglaise qui couvrait la France, qui était « I love your wife ». On a dit, mais c'est pas la même chose. Le juge a dit, pour un consommateur d'attention moyenne, ça fait partie des 600 mots qu'un Français moyen peut connaître, I love you white, donc il comprend, donc il peut faire un amalgame entre les deux t-shirts, donc il y a un risque de confusion, donc contrefaçon. Et il a dû arrêter son activité. Voilà, il a fait autre chose. Il est suffisamment malin, je l'ai revu il y a quelques temps, il est suffisamment malin pour avoir fait plein de choses. Voilà. Il a une vie très, très riche. Mais voilà un exemple. Comment? J'ai pas entendu. Géographiquement, ça porte sur toute la France. Et c'est pour ça que... Vous disiez que c'était une marque anglaise. Là. Oui, mais c'est une marque anglaise qui avait fait une extension sur la France. D'accord. Donc, si elle n'avait pas fait d'extension sur la France, il est libre. Aucun souci. Aucun souci. Et même des produits différents. Crème à dessert Montblanc, stylo Montblanc. Et ça à quelle portée on peut faire l'extension si vous avez l'argent, L'Oréal, il est prend 184 pays, Coca, voilà. Coca, la valeur boursière de Coca, c'est à 61% la marque, la notoriété de la marque. C'est pas le sucre, les usines, l'eau, voilà. C'est la notoriété de la marque. Pareil à Apple. Apple, maintenant, il est passé à 59%. Il est arrivé au niveau de Coca. La valeur boursière de Apple. Comment on voit les marques qui ont été déposées? Vous avez des sites, vous avez le site de l'INPI. Oui, mais si c'est pas, par exemple, une marque aux États-Unis ou en Chine, elle ne dépose pas à l'INPI. Non, mais par contre, vous pouvez aller voir directement sur l'office américain. On a cette chance maintenant avec Internet, c'est que l'information est accessible. Ouais. La Chine, c'est compliqué parce qu'il faut parler le chinois simplifié et le chinois mandarin, enfin avec l'écriture, disons, pas simplifiée, enfin voilà, et le pinyin. La Chine, ça reste, il faut vraiment se faire accompagner pour ça. Par exemple, les États-Unis, on peut regarder ce qui En ligne, uspto.gouv, vous allez. USPTO. Oui. United States Patent and Trademark Office. Il n'y a pas d'agence européenne? Alors, il y a une agence, c'est l'EUIPO, c'est European Union Institute of Intellectual Property Office, EUIPO. Et donc, c'est ce qui vous permet de faire une marque pour les 27 pays de l'Union européenne d'un coup. Donc, c'est une marque de l'Union européenne. Et toutes ces démarches sont simples. 190 € pour la France, 1100 € pour l'Europe, vous couvrez 27 pays d'un coup. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est que s'il y a une marque dans les 27 pays qui est similaire à la vôtre, elle peut faire sauter toutes les autres marques européennes. D'où l'importance de passer par un cabinet qui va vraiment vous accompagner pour faire la recherche et vérifier le risque à dépenser ces 1000 € ou pas. Cabinet conseil en propriété industrielle. Si. Alors, l'INPI vend un listing brut. Elle vend un listing brut. À vous de l'analyser. Donc, vous n'avez pas le conseil juridique de c'est bon, c'est pas bon. Et c'est un droit qui est très technique. Bon. Alors, c'est pas une entreprise, c'est un EPIC, mais eux, leur objectif, c'est d'encaisser voilà, les 190 €. Mais bien entendu. Et sur le principe de nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est à vous à vérifier, c'est ça. Marque, donc valable 10 ans, renouvelable. Les plus anciennes marques, c'est Galeries Lafayette, 1875, c'est Michelin, 1888,
Voilà, et c'est renouvelable tous les 10 ans. Faut pas l'oublier, ça c'est important. euros par classe. Pas. Pour la première classe et 40 € par classe supplémentaire. La première classe, c'est le terme juridique, mais moi je parle de famille de produits, qui permet de voir que voilà, ça englobe plusieurs produits. Donc voilà. Donc la marque, ça peut être plein de choses. Ça peut être un signe verbal, un signe numérique, 206 pour des voitures. Ça peut être un signe figuratif, la virgule de Nike par exemple. Une marque complexe, par exemple la forme de la bouteille de Perrier est déposée en tant que marque, parce que c'est un élément qui permet de reconnaître directement le produit. Ou les jingles de la SNCF, pareil, c'est une marque. Ou les jingles des radios, ils l'ont déposé sous forme de marque, directement. Parce que la simple écoute du jingle permet de reconnaître le service, qui est un service radiophonique. Donc oui, ça c'est important, je vous l'ai dit déjà, c'est de bien s'assurer qu'on possède le droit d'auteur du logo. Il y a tellement de problèmes avec ça. Alors je dis pas que je ne veux plus répondre au téléphone comme les gens m'appellent, mais j'en ai chaque semaine. Et si c'est un logo comme ça, si c'est fait, vous, à la mano, vous-même, eh bien, vous êtes détenteur des droits d'auteur, de facto. Un ami qui peut faire. Il n'y a jamais d'amis quand il y a de l'argent. Ouais. Non, mais vraiment, je vous jure, c'était mon ami, il a vu que ma boîte marche, il m'attaque en justice. Il n'y a rien qui est. Surtout pas. Fuyez. Parce qu'en plus, le truc, c'est que le droit d'auteur, il n'y a pas de, on ne doit pas prouver, en fait, quand il est dit qu'il n'y a pas de, on n'a pas enregistré. Oui. Si, en fait, c'est sur simple déclaration, si on dit, bah voilà, moi je l'ai. Alors, sur simple, il faut pouvoir prouver la date. Oui, voilà, c'est ça. Un mail, maintenant, est considéré comme une preuve juridique, qui est acceptée. Ça n'a pas été le cas pendant des années, c'était le fax ou le courrier. Du coup, le fameux ami qui nous envoie ça par mail, ce qu'il a fait, lui va s'en servir, mais ça servira d'antériorité, de forme d'antériorité. C'est ça. C'est lui qui l'a fait. Il n'y a jamais d'amis. Non, mais on voit tellement de trucs hallucinants. Fuyez. On va faire quoi? Un contrat, un truc comme ça. Une concession. Il peut même vous. Je vais dire, vu que vous démarrez et tout, vous trouvez un modèle sur Internet et puis adaptez-le. Même s'il n'est pas bon, vous avez une base. Bon, on la rattrape maintenant. Bah, faites un contrat a posteriori. Au fait, mon comptable m'a dit de faire ça et tout. Mais vous trouvez un biais pour que. Allez-y. Il y a un sens où, moi, je me suis posé la question. Après, je sais que je ne vais pas faire ça, mais on va sur Dali ou sur des choses, et il va voilà, si on est d'accord, il ne faut absolument pas servir de source d'inspiration, mais pas prendre brut. Tout à fait. Parce que la société OpenAI, qui a DALL-E et ChatGPT, est propriétaire de tout ce qui est produit par la machine. Donc là, pour l'instant, il y a eu plusieurs livres qui ont été créés avec ChatGPT, qui ont été vendus là sur Amazon. Je crois que la société attend un peu, puis un jour, ils vont faire tomber le marteau, ils vont tomber le marteau, ça va faire mal. Donc non. Tout à fait, absolument. Il y a des générateurs de musique maintenant et tout, donc il vaut mieux soit le faire soi-même, soit de passer par un professionnel et d'acheter le droit d'auteur. C'est beaucoup plus simple. Et en plus, vous avez plein de sociétés en ligne maintenant en plus qui permettent d'acheter directement le droit d'auteur. Vous êtes tranquille, une musique vous plaît, eux, ils font intermédiaire, ils prennent commission, mais au moins, vous avez un certificat d'achat de l'outil avec le droit d'auteur afférent. Marque doit être distinctive, donc voilà, ça c'est important. Il faut bien distinguer les produits que ça va couvrir. On ne peut pas tout couvrir, chaque fois c'est des produits spécifiques. Elle ne doit pas porter d'éléments trompeurs ou interdits. Le drapeau français, le bleu du drapeau français, on ne peut pas le prendre. Les anneaux olympiques, voilà, il y a plein de termes. Et elle doit être disponible, c'est-à-dire pas déjà utilisée pour le même type de produit ou service. Les mêmes produits, pas forcément la même classe. Pas forcément les mêmes classes. Dans la même classe avec un produit. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand il y a des contentieux, un juge va voir le fond et la forme de la marque, les deux marques opposées. Et si un a déposé, par exemple, toute une classe de produits, il va déterminer qu'on n'arrive pas à déterminer le fond d'activité. Donc, la marque, elle est déceptive, elle a une force juridique qui est quasi nulle. Vraiment ce produit, quoi. Oui, mais quand on dépose toute une famille de produits, ça n'a pas de valeur parce qu'on dit qu'on veut tout couvrir. Donc, en fait, le juge souvent va faire des retraits partiels pour ne couvrir ou invite la partie à faire des retraits partiels pour ne couvrir que ce qui est vendu. Mais c'est pas bon parce qu'on perd du temps dans la procédure et de l'argent.
Oui, Par rapport aux premières marques, oui, vous avez déjà fait par famille de produits. Donc, ce que vous conseillez, c'est de vraiment préciser le terme du produit ou tout à fait. on pouvait le faire en plus de cette famille, de cette classe de famille. En fait, dans la famille, vous avez déjà des produits qui sont préenregistrés. Sur le site de l'INPI, le site de l'INPI est très mal fait. Je veux dire, on n'arrête pas de le dire, c'est-à-dire qu'ils vont vous proposer la classe d'emblée. Et c'est à vous à cliquer sur texte libre pour pouvoir virer tout ce que vous ne faites pas. 80, il avait dit 87% des gens ne cliquent pas sur passer en texte libre pour virer tout ce qu'on ne fait pas et ne garder que ce qu'on fait. Parce que le site est mal conçu, il n'est pas ergonomique pour ça. Des noms de produits personnels, quoi, qui ne sont pas forcément dans la liste. C'est ça que je voulais savoir. Ouais, On peut le faire, oui. tu peux. Oui. Ouais. Après, ils sont beaucoup plus regardants parce qu'ils ont depuis 2023, étant donné qu'il y a une règle de juxtaposition avec les autres marques européennes, si c'est trop folklore, on va dire, ils demandent des précisions et ils refusent, ils font un rejet partiel pour avoir des précisions pour que ce soit dans l'esprit des libellés déjà existants. C'est là où la marque est un faux ami parce que ça paraît très simple, mais en fait, il est très très technique avec plein de petits détails. Et le nombre de marques qui n'ont pas de valeur, voilà, pareil, énormément. On peut, mais on n'est pas obligé. Moi, j'aurais tendance à dire, souvent, quand les gens ont l'argent, de déposer l'élément verbal d'un côté et les éléments graphiques aussi à côté, parce que le logo, souvent, ça va être amené à changer. Il y a souvent des effets de mode, de couleurs, de formes particulières qui vont changer dans le temps. Donc, le logo, quoi qu'il arrive, il y a très, très peu de marques qui n'ont pas changé de logo. Donc, c'est pour ça que le fait de bloquer l'élément verbal fait que la protection va durer longtemps dans le temps. Nom de domaine, voilà, qui permet de... Ça, on va pas... Et on va arriver sur les dessins et modèles. Donc, qui est protection de l'apparence, voilà, les contours, ce qu'on disait tout à l'heure, tous dans la mesure où c'est un élément d'originalité, des textures, des matériaux, et exclusion des formes, il y a une fonction technique. Donc, voilà, si l'élément, par exemple, c'est un élément de préhension, eh bien, en soi, une poignée, ça n'est pas un élément d'ornement, ça n'est pas un dessin modèle, ça n'est que des éléments de design. L'acquisition du droit par enregistrement, par l'INPI, est valable 5 ans, renouvelable 4 fois, donc maximum 25 ans. C'est à utiliser, on le néglige souvent. Et pareil, dans du logiciel, on peut faire du dépôt de dessin et modèle, dessin en 2 dimensions, par exemple pour l'UX. Quand on a une UX sur une app, eh bien, ça peut être déposé sous forme, dans la mesure où il y a des critères d'originalité, ce n'est pas juste des bandes ou autres, ou des boutons, il y a un agencement particulier d'ergonomie. À ce moment-là, on peut le déposer sous forme de dessin. C'est pas cher, 39 € de dépôt plus la taxe, c'est-à-dire soit en noir et blanc plus 23 €, soit en couleur plus 47 €. Valable 5 ans, c'est pas vraiment pas excessif. Pareil, la marque, le dessin et modèle communautaire est aux alentours de 300 €. Ouvrir 27 pays d'un coup, ça reste relativement accessible. D'autres éléments du droit, donc oui, on a parlé du savoir-faire. Le fait d'avoir une connaissance technique particulière qui permet d'avoir une valeur ajoutée, qui va rentrer aussi au moment d'une levée de fonds avec une valeur financière. Les règles de secret des affaires, c'est-à-dire que quand vous faites signer un accord de secret, vous rentrez aussi, vous pouvez invoquer les éléments de secret des affaires, qui est une directive européenne très forte, qui permet vraiment de verrouiller les informations qui sont transmises. Donc ça, c'est souvent négligé en France, alors que d'autres pays européens, c'est monnaie courante. Et la confidentialité, ça c'est important de bien l'organiser et de bien tracer à qui on donne l'information. Je vous ai mis les différentes bases de données. Donc Data NP, voilà, revient parce qu'ils ont un bloc brevet, un bloc marque, un bloc dessin et modèle et un bloc aussi dépôt de statut. Et la base espace-net, Google Patent. Et l'avantage de la propriété intellectuelle, c'est que donc il y a plusieurs outils. On pense souvent au brevet qui coûte excessivement cher, et ça, j'en conviens. On oublie la marque qui n'est pas chère. On oublie les dessins et modèles. On oublie aussi le fait de tracer du secret aussi peut donner une valeur à l'entreprise. Moi, ça avait été un de mes premiers stages. Bon, certes, j'étais dans une entreprise d'aéronautique, mais ils s'étaient aperçus que quand ils avaient renvoyé les gens qui faisaient la peinture sur tôle,
pour des pièces qui vont aller d'1 mètre d'altitude. Et ils avaient mis des jeunes à la place, ils avaient plein de taux de rebut parce qu'ils n'arrivaient pas à appliquer la peinture correctement et tout. Et en fait, ils se sont aperçus que les anciens, ils avaient plein de trucs astuces. Les jours où il y avait le Mistral, eh bien, ils mettaient tel type de diluant. Les jours où il pleuvait, eh ben, ils enlevaient tel élément astringent. Et ils avaient comme ça plein de trucs et astuces où ils cuisaient un peu la peinture, je me souviens. Et ils faisaient plein de trucs et astuces pour faire en sorte que quand ils appliquaient, là, c'était une peinture particulière, hein, c'est pas de la peinture comme on passe chez soi, pour des pièces qui vont aller sur des avions, des hélicoptères, ils avaient une méthode très particulière. Et ça, c'était un savoir-faire. Ben, moi, mon premier stage, ça avait été d'aller répertorier tout ce que les anciens avaient fait pour que les nouveaux puissent les utiliser. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'à côté de moi, il y avait 2 autres personnes qui étaient des financiers, qui leur donnaient une valeur financière. Voilà, donc c'est jamais anodin. Donc, certes, pour une start-up, les secrets, ce n'est pas les mêmes, mais je repense à ces sociétés qui faisaient des produits de la mer, ils sont 4 personnes, vous voyez son chiffre d'affaires, ses marges, pas mal. Et il vend sa matière grise. Donc, usage des outils à la carte en fonction de l'objet à protéger, des objectifs de la société. Et l'API est un droit pour protéger et aussi de valoriser. Et ça, en France, on est très, très en retard. Ça... On pense d'abord à vendre et on oublie que des fois, rien qu'avec des mails, des comptes rendus de ce qu'on s'est dit avec les personnes, un accord de secret, même s'il est mal fait, au moins il existe, vous voyez, déjà, ça permet de jalonner un peu ce qui est fait dans la société.